bienvenue sur les pas du shiatsu, nouvel épisode de notre podcast francophone lié au blog Ryoho Shiatsu et ouvert à tous les styles et toutes les écoles. On pourrait même dire parfois franchement douloureux. J'ai d'ailleurs un souvenir personnel à Kyoto d'avoir subi, parce que c'est le terme, subi un traitement et d'avoir eu tellement mal que 3 heures après j'étais tout pâle et vraiment très très mal et que la logeuse japonaise m'a forcé à aller au bain chaud, les onsen, pour... Je suis François-Olivier Louaille, Shiatsushi, en compagnie d'Yvan Bell, enseignant de Shiatsu, fondateur du blog Ryoho Shiatsu et auteur de L'Esprit du Shiatsu. Bonjour Yvan. Bonjour François-Olivier et bonjour à tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. Nous revenons aujourd'hui sur un sujet qui était apparu lors d'une précédente émission et qu'on avait survolé, la notion de travail dur ou de travail souple en shiatsu. Sujet important et qui mérite bien un épisode complet. Alors explique-nous pour commencer ce qu'on appelle travail dur ou travail souple. Oui, alors effectivement, j'avais parlé rapidement de cette notion de travail souple et dur la dernière fois. En effet, lorsqu'on regarde les différents styles, on peut constater qu'il y a des personnes ou des écoles ou carrément des styles de shiatsu qui travaillent de manière plus dure et d'autres plus souples. Bon, mais ça, ce sont des choix techniques. On constate qu'il y a en fait 1001 manières de pratiquer le shiatsu. Il n'y a pas vraiment une vérité. Parmi celles-ci, on peut voir aussi que il y a des écoles en dehors du shiatsu, je veux dire, qui existent, qui font exactement la même chose. Je pense notamment au karaté, une école qui s'appelle Goju-ryu et dont la traduction littérale veut dire souple et dur à la fois, ou plutôt dur et souple dans ce cas-là. Certaines personnes travaillent souplement, elles laissent leurs mains passer d'une position à l'autre, sans vitesse, sans se presser, avec souvent une grande douceur. Leurs pressions ne sont jamais très marquées, tout se fait progressivement, afin de ne pas heurter la personne, le mental, la psyché, les tissus, de ne pas activer surtout le système nerveux orthosympathique. Donc ça, c'est un choix. Et à l'inverse, d'autres praticiens choisissent de travailler plutôt avec de la puissance, de la force, de la rapidité, des pressions profondes et bien soutenues. On passe plutôt assez vite d'une position à l'autre. Là, encore une fois, c'est un choix. Et c'est intéressant parce que là, dans ce cas-là, précisément, on va plutôt activer l'orthosympathique et dans le cas précédent, ce sera plutôt le parasympathique. Il n'y a pas a priori de problème à travailler d'une manière ou d'une autre tant que c'est un choix précis, conscient et voulu. Le problème, selon moi, arrive lorsqu'on ne sait pas travailler autrement. Savoir ne faire que du dur ou du souple, c'est un peu limité dans la manière d'approcher les corps et les personnes. Si par exemple on ne travaille que durement, on casse, on devient cassant et à la longue, on se casse soi-même en fait au niveau articulaire. Savoir ne faire que souplement, ça peut être aussi un inconvénient, c'est-à-dire on peut aussi avoir qu'une technique qui devient un peu trop gnangnan, trop douce. On peut aussi avoir l'esprit qui devient ramolli, qui n'est pas assez incisif pour aller droit au problème. Donc ça, ce sont des constats que je fais, il n'y a pas de jugement derrière ça, c'est juste des constats. À la longue, donc, travailler toujours trop doucement, ça met les personnes dans une espèce d'auto-hypnose. C'est sympa, ça fait flotter, mais c'est pas toujours ça dont la personne a besoin, en fait. Donc, c'est un peu comme si vous éduquiez un enfant et que vous ne saviez que lui dire oui, mais jamais non. Ou vous lui laissez toute la liberté possible et inimaginable, mais jamais de cadre. Un enfant, il a besoin des deux pour grandir harmonieusement et en sécurité. Les parents doivent lui donner de la liberté, mais au sein d'un certain cadre. L'autre problème, à mon sens, c'est de ne pas savoir pourquoi on travaille d'une manière ou d'une autre, pourquoi on ne travaille que doucement, souplement, pourquoi on ne travaille que durement, puissamment. Là, est-ce que c'est un manque d'apprentissage ? C'est une possibilité. Est-ce que c'est une absence de capacité physique à faire autrement ? Je ne suis pas assez tonique pour travailler avec de la force, par exemple. Ou bien c'est un problème psychologique. Est-ce que j'ai pas été éduqué d'une certaine manière et j'arrive pas à me sortir de ce schéma d'éducation, plus ou moins subi d'ailleurs, qui fait que je suis peut-être trop dur. Voilà, en tant que praticien, ça nous renvoie donc directement à nous, dans notre progression, dans notre trajectoire. Ça pose des questions. Que savons-nous faire exactement avec nos mains ? À quelle vitesse, à quel rythme, à quelle profondeur, avec quelle puissance je travaille ? Comment je peux changer ça ou pas ? Et si je travaille durement, est-ce que c'est un choix qui est parfaitement assumé ou non ? Est-ce que je comprends ce que je suis en train de faire ?
Bon, bref, il est important de se demander pourquoi on agit ainsi et surtout dans quel but. Si en travaillant durement, le but est d'obtenir un effet particulier dans son shiatsu, bon bah très bien. Mais alors pourquoi se priver des autres manières de faire? C'est-à-dire plus en douceur, plus souplement, et toutes les nuances potentielles en fait entre un travail très dur et un travail très doux. On peut faire varier en plein de possibilités. Je prends un autre exemple. Ça revient à dire que par exemple si j'apprends à jouer de la guitare, et qu'il n'y a qu'une seule corde qui m'intéresse, la corde grave pour faire du gros son. Bon ben c'est bien, mais est-ce que je vais arriver à faire un morceau de musique avec ça? Est-ce que ce serait pas plutôt un problème en fait? Il vaut mieux apprendre toutes les cordes et puis jouer toutes les notes. Donc la question en fait elle tourne autour de ça. Qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait? Dès que vous voyez un praticien ou une praticienne qui se complaît dans une manière de faire, sans pouvoir ni justifier ni expliquer son travail et ne sachant pas faire autrement, ben là on peut se poser la question de est-ce que ce serait pas un manque de travail sur soi ou une posture? Ça peut être une posture psychologique qui généralement est peut-être un peu l'expression d'un manque de capacité, tout simplement. À voir, c'est à réfléchir. On trouve souvent chez les praticiens masculins, mais pas que, chez certaines femmes aussi, ce besoin de travailler avec force, puissance. Bon, ben c'est peut-être chez les hommes en tout cas une réminiscence encore de montée de testostérone mal contrôlée peut-être. Mais le problème se retrouve aussi à l'inverse. Chez les praticiennes, on peut trouver ça, et c'est vrai aussi pour des hommes, pas de jugement de genre ici, ou de sexe, mais un travail trop doux, si doux que des fois il en devient franchement mou. Voilà, je sens que je vais pas me faire des amis avec ça, mais bon, c'est hélas souvent ce que je vois à droite et à gauche dans les stages, dans les cabinets aussi. Bien sûr, ce sont des généralités. Du coup, lors des cours, je prends systématiquement un élève à contre-pied de sa tendance naturelle. Si une personne travaille plutôt doucement, avec des pressions assez faibles, je vais l'inciter à faire l'inverse. Et puis si je tombe sur quelqu'un qui travaille très puissamment, très fort tout de suite, je vais l'inviter à faire l'inverse aussi, à travailler en douceur. Et donc le souple et le dur dans ces deux cas, voilà, ont un vrai intérêt à être découverts, expérimentés et travailler ce qui va ouvrir le praticien à une plus grande palette d'outils techniques et d'approches. Donc dans les deux cas, on pratique le shiatsu, mais qu'est-ce qui explique qu'au sein d'une même discipline, il existe une telle différence de forme? Bon, alors cette différence de forme, elle vient tout d'abord de l'histoire du shiatsu. Quand on regarde ça plus en détail, on voit qu'il y a eu 3 branches principales, après le fondateur du terme shiatsu qui était Tempe Kitamai. 3 branches principales. La première, c'est une branche issue du monde des arts martiaux, via l'école de Jujutsu Hakoryu. Et son fondateur, Ryuho Okuyama, était un maître donc d'arts martiaux. Et le travail était très intense, basé sur l'utilisation des méridiens chinois, puisque dans les techniques de Jujutsu, comme d'autres techniques japonaises, on utilise les points de pression pour faire des dégâts, pour faire évanouir ou même tuer une personne. Donc il connaissait déjà ça, mais la question s'est posée de comment on va faire pour aider les personnes et les soigner et les rétablir. Alors cette école-là était sans doute la première conçue et avait cette capacité à travailler très puissamment, notamment parce que c'était fait pour des pratiquants d'arts martiaux, donc avec des corps solides et déjà bien entraînés. Il faut pouvoir encaisser la technique martiale et puis derrière, la technique du shiatsu était à l'avenant. Deuxième branche était celle de Namikoshi. D'ailleurs, Tokujiro Namikoshi était associé pendant 10 ans à peu près à la première clinique en Hokkaido, l'île du nord du Japon. À l'époque, ça s'appelait pas encore shiatsu, mais Apaku-ho, technique de pression tout simplement. Donc Okuyama et Namikoshi ont travaillé ensemble pendant 10 ans et puis se sont séparés pour justement des différences de point de vue sur la pratique. Namikoshi s'est dit qu'avec notamment la fin de la guerre et l'arrivée des Américains, il fallait absolument tourner du côté de la science médicale occidentale et adapter tout ce qui était autour de l'anatomie, de la physiologie, et pas du tout des techniques anciennes et notamment des méridiens. Alors à partir de là, l'école Namikoshi s'est développée, a été reconnue, on connaît la suite de l'histoire, et devient l'école d'État au Japon. Et sa façon, elle, de presser est plutôt basée sur un rythme en 3 secondes, plutôt rond, pas forcément très dur, mais bien appuyé aussi, et très rythmé, très agréable à recevoir. Moi personnellement j'aime beaucoup ça. Et puis on a plus tard, mais bien plus tard du coup, une 3e branche qui s'est créée avec Masunaga et le Shiatsu Yokai,
Ça, c'était encore une autre approche, une autre façon de faire. On peut parler ici de néoclassicisme, on va dire, c'est-à-dire retour au méridien plus des nouveautés qui étaient les extensions des méridiens. Et là, on a des pressions, alors dans le rythme beaucoup plus lentes, mais très très profondes et parfois très dures à encaisser aussi, en tout cas de tous les témoignages que j'ai pu entendre des personnes qui l'ont connu de son vivant. Alors voilà, on est entre souple et dur et on voit que là déjà on a plusieurs versions. Et c'est ça qui explique la différence, c'est ces 3 grandes branches japonaises qui se sont diffusées, comme on le sait, à travers le monde par la suite. En Occident, on a eu la traduction du livre Shiatsu de Masunaga par Ohashi, qui est devenu Zen Shiatsu. Et dans l'esprit des Occidentaux, Zen, c'était cool, surtout à l'époque des années 70, c'était cool, c'était tranquille, etc. Ce qui n'est pas franchement, d'ailleurs, l'esprit du Zen quand on connaît le Japon et quand on va étudier le Zen japonais. Alors, qui dit Zen dans l'esprit occidental dit tranquille, calme, et du coup, la technique s'est énormément modifiée. Aussi parce que Ohashi a jamais vraiment fondé d'école complète en Europe. C'était des stages et donc les Européens, les Américains aussi, les Canadiens, etc., tous les Occidentaux ont pris ça et on en fait quelque chose un peu à leur sauce avec leur compréhension, leur vision. Donc il y a vraiment toutes les possibilités, toutes les différences en fait existent et puis je dirais d'un maître à l'autre, d'un enseignant à l'autre, ça va varier parce qu'on est tous différents, on n'a pas les mêmes corps, on n'a pas les mêmes puissances et on n'a pas la même volonté dans ce qu'on veut traduire. Pour moi, ça pose pas de problème, mais c'est très intéressant. Il faut, à mon sens, étudier tout ça. Et est-ce qu'il faut déduire de ta réponse qu'il existe une différence culturelle entre les 2 approches ? Alors, est-ce qu'en arrière-plan, il y a une différence d'origine culturelle ? Oui. Au Japon, le shiatsu est très très puissant à recevoir. On pourrait même dire parfois franchement douloureux. J'ai d'ailleurs un souvenir personnel à Kyoto d'avoir subi, parce que c'est le terme, subi un traitement, et d'avoir eu tellement mal que 3 heures après, j'étais tout pâle et vraiment très très mal, et que la logeuse japonaise m'a forcé à aller au bain chaud, les onsen, pour récupérer un peu d'énergie. Voilà. Donc il faut voir un peu ce que c'est-à-dire on a derrière ça un rapport à la douleur qui est absolument différent en Asie en général. Un bon massage doit faire mal. Et au Japon, même si vous criez kitai, kitai, ça veut dire j'ai mal, ça sera plutôt vécu comme un encouragement pour le praticien et il va essayer de faire plus fort parce qu'il voit que vous aimez ça en fait. Vous faites ça la même chose en Occident, vous n'avez plus personne et même vous risquez d'avoir une plainte pour maltraitance. Donc c'est complètement un autre monde, une autre vision. Ici, le rapport à la douleur est très différent. On cherche à l'éviter, on prend des médicaments pour ça, dès qu'on a mal à la tête, dès qu'on a mal quelque part, on se met de l'arnica en huile ou en gel pour pas sentir les muscles après le sport. Bref, on est sur une autre dynamique parce que l'idée de la douleur, c'est mal. Il faut absolument faire autre chose. Il faut trouver un moyen de contourner ce problème. Et c'est vécu comme un problème. Donc on a 2 aspects culturels très différents. Et évidemment, l'aspect oriental, lui, n'a pas ce souci-là. Il est même, en fait, parfois très utile de passer à travers la douleur. Il ne faut pas que ça soit systématique, mais dans certains cas, de faire bien prendre conscience au jusha, le receveur, que c'est là que ça fait mal. Quand on met le doigt, on va pas appuyer trop fort non plus pour pas que ça devienne insupportable, mais rester en contact avec cette douleur est importante et ça va permettre de passer au travers et après d'arriver à un soulagement. Donc l'idée là, c'est que derrière ça, entre souple et dur, un travail dur et un travail souple, il y aura effectivement une notion culturelle, ça c'est évident. Alors les 2 formes, dure et souple, existent. Certains praticiens, pas tous, mais certains disposent de ces 2 couleurs sur leur palette. Quel est l'intérêt pour eux de faire appel à l'une plutôt qu'à l'autre ? On commence par la forme souple. Bon, alors là, il faut comprendre que les termes souple et dur regroupent pas mal de notions en fait. Par souple, on va entendre doux, lent, tranquille, léger dans la pression, fluide dans le passage d'une position à l'autre, fluide et tranquille. Bref, on travaillera également avec plutôt la pulpe du pouce ou des doigts, dans une position qui s'appelle amate en japonais, pour éviter de faire mal, tout simplement. Ce type de travail comporte plusieurs avantages. Tout d'abord, comme je l'ai dit, de mettre la personne en confiance. Elle ne sera pas surprise par des mouvements un peu brusques, et donc elle va pouvoir se laisser aller, elle n'aura pas mal. Elle va se laisser aller physiquement et aussi psychologiquement, donc déconnecter son esprit, ce qui est pas mal. On induit avec ce type de travail un état
plus on ralentit le rythme, plus les pressions sont tranquilles, et plus on va obtenir un état de semi-sommeil, de flottement corporel. On parle ici, bien entendu, du receveur, hein. Un corps qui serait déjà tendu comme une planche de bois est déjà en mode de protection. Donc si on travaille dur, on va pas obtenir d'effet positif. Le corps va se protéger davantage, ce qu'on appelle la réaction myotatique. Les muscles se contractent de manière involontaire. Donc ça, c'est pas bon. Si on prend le cas d'une personne hypertendue, hein, ça arrive assez souvent, on travaille avec force, il va tenir bon coûte que coûte. Le corps est déjà dans ce mode-là. Si par contre vous le prenez à contre-pied, c'est-à-dire avec une approche tranquille, douce, même des fois légère en termes de pression, là on va avoir des résultats puisque c'est une sorte de déprogrammation de ce que le corps est en train de vivre. Il faut aussi penser travail souple pour le praticien, parce que ce type de travail a un gros avantage, c'est qu'il lui permet d'être longuement à l'écoute du corps, de bien sentir ce qui se passe à chaque pression, mais aussi de ménager son corps, lui, ou à elle, et de ménager les articulations, et puis pourquoi pas de conserver un peu d'énergie quand les journées sont longues. Donc oui, le travail souple a des avantages. Et pour ce qui est de la forme dure, quels sont les cas où elle doit être privilégiée ? Alors concernant un travail dur, c'est très intéressant, notamment pour revitaliser une personne, la ramener dans son corps, aller rapidement droit au but, en pressant même si cela fait mal. Parfois, il est important de se confronter à sa douleur, à un point qui fait mal, à une zone douloureuse, à une zone anatomique, et puis de passer à travers cette douleur pour sentir que ça change, ça soulage, hein. C'est ce qu'on appelle un mal pour un bien. C'est également une sorte de moyen de sentir le processus de la catharsis, c'est-à-dire de trier le bon du mauvais, en fait. De dire « Ah oui, ça va pas bien en ce moment à l'intérieur, mais derrière, j'obtiens un résultat ». Donc de passer à travers tout ça, ces zones d'ombre, bref, sortir plus fort, plus sain, plus tonique derrière. Le travail dur est parfait pour ça. Alors par dur, encore une fois, il faut entendre ce qu'on met dans cette notion. Chacun va mettre des concepts différents, mais moi je mettrais rapide, vif, sans concession, ne se préoccupant pas toujours de la douleur ressentie par la personne, du moins jusqu'à un certain seuil, évidemment, on fera attention. Et que la personne grimace un peu, c'est ok, mais si elle exprime clairement son inconfort, on relâche tout simplement, je pense que c'est mieux. En shiatsu, le pouce, lui, va être plutôt utilisé en nigate, c'est-à-dire sur la pointe, pas sur la pulpe. Nigate, c'est intéressant, quand on traduit T, c'est la main, et niga, c'est amer, donc ça voudrait dire la main amère, voilà, tout un programme. Alors pendant longtemps, je vais vous donner un exemple, j'ai eu pas mal de sportifs et puis aussi des chanteuses d'opéra. Ce sont des gens qui ont besoin d'énormément d'énergie pour faire des compétitions ou monter sur scène. Généralement, ils venaient le matin pour une compétition qui avait lieu dans la journée ou le soir. Et pareil pour les artistes. Et là, on a tout intérêt à travailler plutôt rapidement, fortement, utiliser beaucoup de percussions aussi pour complètement tonifier la personne. Si on fait pas ce travail-là, la personne est un peu molle, trop relâchée. En fait, j'ai fait le test grandeur nature avec des sportifs. On a un travail plutôt calme, lent, et derrière, au moment de la compétition, les résultats sont pas à la hauteur. Les performances sont mauvaises. Il faut travailler à ce moment-là beaucoup plus tonique, beaucoup plus dur, avec un rythme assez soutenu. Et là, oui, là, on a des bons résultats. Pensez aux chanteurs d'opéra ou aux chanteuses d'opéra, c'est le même problème. Il faut monter sur scène, il faut jouer la partie théâtrale avec le corps, se déplacer, porter les costumes. Et puis, il faut la puissance vocale, il faut chanter. Et donc, ça demande énormément d'énergie. Et quand c'est bien fait, un travail bien dur et bien fait, à ce moment-là, on obtient des résultats très satisfaisants, avec même des retours amusants, du genre, même après le spectacle ou après la compétition, on n'a pas sommeil, on va pas se coucher, et puis c'est la troisième mi-temps, quoi. Tout le monde connaît la troisième mi-temps rugby, voilà, typiquement ça. On en déduit que pour un praticien très à l'aise dans une forme particulière, qu'elle soit dure ou souple, il est intéressant, utile, peut-être même nécessaire d'explorer aussi l'autre forme. Oui, c'est exactement ça, François-Olivier. Il y a un débat parfois dans les sphères du shiatsu sur la manière de travailler. Il y a des écoles de shiatsu qui sont basées purement sur le côté anatomique, ce sont plutôt les écoles japonaises. On va avoir un travail des fois qui est un peu dur. Et puis les écoles, allez, je fais des généralités, mais plutôt occidentales, qui seront plutôt douces, plutôt énergétiques, plutôt souples. Donc on va avoir une séparation là entre les manières de pratiquer, mais partir sur des postures de ceci est bon et l'autre ne l'est pas, absolument aucun intérêt en fait, aucun sens. C'est comme si on me disait qu'il faut connaître et utiliser uniquement le yang et pas le yin.
Ou bien, si on parle anatomiquement, travailler que sur les muscles et les tendons et le système nerveux, mais pas les organes, ni les fluides, ni la circulation sanguine, parce que ce serait trop doux, trop in. Non, ça n'a pas de sens. Donc en fait, il faut de tout, il faut tout savoir faire. Et puis c'est comme ça qu'on va obtenir des résultats intéressants. Et c'est au cas par cas. Pour moi, la seule option possible, c'est de savoir faire tout, en fait. Ainsi que de jouer sur les 1000 nuances possibles entre un travail très dur et un travail très souple, médian, équilibré. On peut travailler vite, c'est-à-dire notamment les écoles martiales, on travaille sur des pressions et un appui et un retrait de l'appui de moins d'1 seconde en général. On va chez Namikoshi, on est plutôt sur 3 secondes. On peut passer en Yoseido, on travaillait souvent sur 8 secondes, et puis après on peut tomber sur des choses qui durent beaucoup plus longtemps. Ça n'a pas vraiment d'importance tant qu'on sait pourquoi on le fait et quel est le but recherché derrière ça. Quand on a compris ça, en fait, on va adapter au cas par cas, on va voir chaque personne quand elle arrive, même une même personne qui revient régulièrement, elle n'a pas les mêmes besoins d'une semaine à l'autre, ou d'un mois sur l'autre, ou d'une saison à l'autre. C'est toujours la même idée, c'est-à-dire il faut pouvoir travailler durement ou souplement ou de manière médiane ou faire varier plutôt la profondeur ou plutôt le rythme ou plutôt jouer sur des outils différents avec les mains. Ça, on peut très bien faire des pressions avec les poings, pleine paume, avec juste 1 pouce, avec 2 pouces, avec je ne sais pas, des percussions, des frappes. Il y a pas mal d'outils et à partir de là, on fait des variations. Et grâce à ça, on obtient véritablement toute une gamme de possibilités. Et là, on va pouvoir vraiment s'adapter à chacun de nos receveurs. Merci Yvan, je rappelle que l'on peut également lire L'Esprit du Shiatsu, ton ouvrage paru aux éditions Chariot d'Or. Écoute, merci beaucoup pour ce nouveau podcast. Merci à tous les auditeurs et les auditrices en espérant pouvoir revenir très prochainement. Au revoir. Sur les pas du Shiatsu est disponible sur les principales plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple, Google, YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à le faire connaître autour de vous. Vous retrouverez également le podcast sur le blog Ryoho Shiatsu, un site aujourd'hui en 6 langues, riche de très nombreux contenus, réflexions, interviews de maîtres, histoires ou présentations d'ouvrages, une mine pour tous les shiatsushi.